Bon, en 39, mon papa a été appelé sous les drapeaux. Et mon père était déjà relativement âgé. Il était de 1893. Non, 1900. 1893, oui. Et donc, en 39, il est parti, puisqu'on a appelé la drôle de guerre. Et bon, nous habitions à Londres. Et il y avait la maman de mon papa et deux sœurs. Une des sœurs est décédée, maman s'en est beaucoup occupée, elle est décédée. Et mon papa n'était pas là, maman s'est occupée beaucoup de ces deux dames. Il y avait une sœur qui vivait avec ma grand-mère. Bon, la guerre a été finie pendant quelques mois. Papa est rentré. Et après, ça bardait. Comme mon père connaissait bien la région de l'Ouest, il avait trouvé quelque chose dans une ville qui s'appelle Nantes. À l'époque, on pensait que la ligne Maginot, vous avez entendu parler? On pensait que la ligne Maginot était vraiment une barrière. C'était loin, 1000 kilomètres à l'époque. C'était pas à côté. Alors, dans un premier temps, on a passé les Vosges. On est allé à Remiremont, c'est un petit ville des Vosges, parce que c'était la France. Étant donné que l'Alsace était tout de suite prise sous la botte allemande. On n'y restait pas très longtemps et ensuite on est parti à Nantes. En emmenant grand-maman, la tante, et on s'est installé à Nantes. Alors, grand-maman avait un appartement avec sa fille, à 1 kilomètre à peu près de chez nous. Et mes parents ont ouvert un magasin, une boucherie. Je savais vraiment rien d'une boucherie, mais il fallait faire quelque chose. Et faire du chevillard comme papa faisait n'existait pas. Il fallait aussi, mon père avait aussi les tables, les autres, enfin voilà. Et ça a duré comme ça une année, 40, 41. Entre-temps, un frère de ma maman, qui était prisonnier dans un stalag, a réussi à fuir et vivre avec nous. Et puis, il a fallu fermer le magasin puisque nous étions juifs. C'était fin 41. Alors, il fallait finir il s'était surtout débrouillé pour faire des choses alsaciennes particulières comme le Jean-Hinde, ce qu'on appelle des Wienerlin, des Strasbourgeois, des ceci, enfin. La charcuterie. Oui. Et la viande, bien sûr. Alors, un soir, à 11h du soir, je crois, ça sonne à la porte. Et ce sont deux Allemands avec ce qu'on appelait des Kette, c'était les pires. Alors c'était pas tout à fait la Gestapo, mais juste avant. Alors ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Hein? Et mon père dit à son beau-frère, va vite ouvrir les trucs pour qu'ils sentent l'odeur comme ce sont des Allemands, c'est la même charcuterie. Ça... Alors mon père a dit, va venez, entrez, oui, voilà, asseyez-vous. Ils ont fait un soir. Et pendant plusieurs heures, ils ont mangé la charcuterie. Ils ont bu du schnapps, je sais pas, ils étaient trop petits, mais ils voulaient rien après. Et tout d'un coup, vers 1h du matin, 2h du matin, l'un des deux dit, maintenant Fritz, en allemand tout ça, hein, on s'en va. Et l'autre disait, non, non, personne de vous ne comprend l'allemand, je suppose. Non. Alors en traduction, ah non, ici je suis dans une bonne maison juive, moi je reste dans la maison juive, il était complètement sous. Mais en fait, on a su après qu'il était valet dans une ferme juive en Allemagne. Donc, c'est les juifs, et puis, je suppose qu'il n'a pas été maltraité, voilà. Et moi, à 4-5 heures du matin, c'était en décembre, hein. Mon père, il m'attend, il faut qu'il parte. Si on le voit sortir demain matin chez moi comme ça, je suis fusillé tout de suite, hein. Il n'était pas encore tout à fait comme ça, mais mon père connaissait bien les dames. Alors, papa dit, viens maintenant, on va aller prendre l'air. Et puis, il l'a emmené, et il continue toujours à lire, je suis bien avec les Juifs, voilà. Et il l'a emmené à un très beau jardin, avec de beaux arbres, un grand parc. Il y est allé,
Et puis il a fait s'asseoir, je me suis assis à côté de lui. Et puis le Fritz, il a commencé à dodeliner de la tête, il n'a pas l'a couché. Et il ne sait pas c'est allé. Ça, c'est le début. Alors, en 42, on a commencé, jusqu'en 42, on ne déportait, les Russes ne déportaient que les Juifs étrangers. Ça, vous savez, je pense. Mais en 42, ça a changé. Alors, mes parents avaient un couple d'amis. Le monsieur était français, mais la dame était allemande, mais anti-nazi au possible. Alors elle vient, et elle dit à maman, écoutez Ruth, maintenant, il faut que vous en partez en zone libre, ils sont en train de ramasser les Français. Donc papa et son beau-frère sont partis. Pourquoi on est parti du côté de Pau, dans le sud? Parce que une sœur de mon papa, il avait 3-4 sœurs, était mariée à un fabricant de cigares dans le Bade, à Bruchsal, c'est à côté de Karlsruhe. Et j'avais déjà été déporté d'Allemagne. Ils avaient emmené au camp de Gurs, vous connaissez? Non. Dans un endroit absolument épouvantable. En hiver, c'est de l'argile par terre, ça colle, il pleut, il fait froid. Et on était en crève des chaud. On y est allé avec mon mari, une fois, on a fait un peu de tout ça. Et donc, il s'est dit qu'il allait pouvoir aider sa sœur, et puis il y avait 7 beaux-frères, et puis une petite de 14 ans. Il est descendu, et il a réussi à circonvenir un gardien pour que ma cousine puisse sortir. Comment voilà ma cousine, dit, là où mes parents iront, j'irai avec eux. On n'a pas réussi à la sauver. Donc, ça a duré comme ça un moment. Alors, il allait tous dans les bras, il apportait des, parce qu'il crevait de faim. Oui. En début juillet, toujours le même couple, la dame vient chez maman en disant maintenant, il faut que vous emmeniez votre belle-mère et votre belle-sœur, votre fille, et que vous partiez tout de suite. Et maintenant, ils prennent tout le monde. Maman s'est préparée. Alors, c'était compliqué, ma grand-mère avait 80 ans. 80 ans de 42, c'est pas 80 ans de nous. Donc, elle avait réussi à avoir un taxi qui l'emmènerait. Il y avait une zone de démarcation à Vierzon, Châteauroux. Donc, de là, il y avait un taxi qui l'aurait emmené vers le passeur. Ok, d'accord, tout le monde prépare ce qu'il faut. Et 3 jours avant, grand-maman dit, écoute, Ruth, tu sais, ma fille dit qu'à notre âge, on ne risque plus rien, on va pas venir. Alors, maman, si, venez, mais, enfin, il y avait de très bonnes relations avec ma grand-mère. Et là, elle n'est pas venue. Donc, on est parti. Je ne sais pas la date, je ne peux pas vous dire, mais c'était en juillet. On est parti à 4 heures du matin. Et à 6 heures, les Boches étaient là pour nous chercher. Ah, ma grand-maman. Alors, les voisins ont vu, entre autres, ils avaient fait faire un portrait de la petite fille que j'étais. Ils ont jeté le portrait, ils l'ont piétiné, toute la haine qui était en eux parce qu'ils nous ont loupés. Donc, on est parti. On arrive à Châteauroux. Même Châteauroux. Et dans un bus, un bus, et à l'arrêt, il y avait les Gestapo, enfin pas encore vraiment, mais c'était vraiment des scientifiques, ils étaient là pour nous arrêter tous les juifs qui passaient. Je ne sais pas, et j'ai malheureusement oublié de demander à maman. Maman, elle m'avait donné une poupée, ma poupée, et un petit sac, comme si on allait se promener, et de la protéger. Elle n'avait pas un petit juif du tout. Mais on empêche sur la carte d'identité avec les juifs. Hein. Elle a réussi à sortir avec les 2 valises. Elle avait retiré un café, un bistrot. Elle y est allée, elle dit, monsieur, je vous confie mes valises. Quelqu'un viendra les chercher ce soir ou demain. Elle est revenue au bus, m'a cherché à la barbe de tous ces gens-là. Comment elle a fait? On a été une femme très, très courageuse, très débrouillarde. Et on se met en route. On avait 15 kilomètres à faire pour arriver. C'est au mois de juillet, il faisait très très chaud. On est. Alors il y a 2 gendarmes qui arrivent
Alors cette fois-ci, c'était les mauvais qui après ont fait vraiment. Alors il y en a un, on m'a dit, j'ai cru que j'allais mourir sur place. Je leur dis bonjour, bonjour monsieur. J'appelle à la petite fille, j'avais 7 ans. Et il y en a un qui dit, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite. Et l'autre dit, elle est sûrement pas d'ici. Et le premier dit, ah, laisse-les courir. Là, c'était la première chose. Autre-temps, avant il arrive cela, euh, mes parents m'avaient élevé, comme on était juif alsacien, c'était un judaïsme, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un judaïsme qui reposait sur l'honnêteté, sur l'aide, sur et le Shabbat, les fêtes, mais on m'avait appris que quand on regardait devant l'enfermerie, elle était derrière, et quand on regardait derrière, on regardait devant. Donc j'ai sorti ça à un moment, en disant, ben oui, on peut pas avoir peur. On s'est brisé ça. Donc on continue, on arrive chez les passeurs. Ça s'est bien passé. Et le lendemain matin, on repart à 4 heures du matin à travers la forêt pour alors vraiment passer cette frontière. Alors le jeune il y avait il fallait passer un ruisseau. Alors le jeune m'avait mis sur ses épaules, et j'aurais été dans l'eau, je ne sais pas où. Et puis il a trébuché. Et maman m'a mis la main sur la bouche, mais j'ai pas crié, parce que si j'avais crié, la main sur la bouche, c'était trop tard. On continue. On arrive de l'autre côté, le Saint-Sauf. Il y avait un petit hôtel. Maman et moi, on entre à l'hôtel. Et on demande une chambre. Ah oui, vous avez de la chance, c'est la dernière. Très bien. Mais écoutez, j'essaie de vous venir. Venez vous asseoir avec nous. On est en train de déjeuner. Venez manger avec nous. C'était très, très chaleureux, je veux dire, quand vous sortez le sang. Bon, après, pendant qu'on était là, il y a un couple de juifs polonais qui veulent une chambre. Il n'y en a plus. Alors la dame dit, j'ai plus de chambre, mais j'ai une petite maison dans le village. Ah non, le confort. Maman dit, ah, je suis d'accord, il me suffit d'avoir un réveil pour s'attraper mon train. Donnez-leur la chambre, c'est pas un problème. Ouais, mais le lendemain matin, c'était que. On prend le train. Non, ça s'est bien passé, mais quand on est arrivé à Pau, mon père avait perdu 32 kilos. Et ça, on reconnaît. Attendez, sa sœur qui est dans un camp épouvantable, il y a je ne sais plus combien de dizaines de personnes qui sont mortes. Et sa maman, sa sœur, sa femme, ses enfants, qui sont encore dans. La sœur, moi, qui est en train de regarder, c'est la sœur, les CD, la seule personne qui l'aurait pu éventuellement sauver était sa nièce, je pense. Et voilà, maman, magari soprattutto visto personal e del parlare che lei si muove quand elle se bat, ça c'est quelque chose pour savoir si elle va. Elle ne savait pas non plus ce qui se passait avec nous. Oui, le père. Ah oui, mais je ne l'ai pas reconnu. Je dis ça, c'est pas mon papa. T'en veux pas, c'est pas mon papa. Je ne me rappelle pas, mais ça n'a pas dû être drôle ni pour papa ni pour maman. C'était vraiment, ça, on parle, c'est mon père. On s'est installé dans un petit bled à 2 kilomètres de Pau qui s'appelle Gélos. Et pour y accéder, il y a juste un petit pont en pierre. C'est important, ça, c'est pour ça que je l'ai dit. On était à peine arrivés, que le camp de Gurs a été vidé. On est juste arrivé au train, parce qu'on a su trop tard que ma tante et tout le monde allait sortir. Mon papa, ça a été. Mais, comme beaucoup de juifs, on était très familles.
Voilà. Donc, quand Georges était parti, nous on s'installe. On commence. Alors, on a pris une chambre. Il se trouvait qu'elle était dans la rue principale, mais c'était un tout petit bled, hein, vraiment rien. Euh, et elle s'installe, et la propriétaire dit aux gens à côté, de klaxon, vous vous rendez compte, Luz réfugiates, ça veut dire les réfugiés, ils n'ont rien, mais elle a acheté 2 cuvettes. Maman avait acheté 2 cuvettes, une pour la toilette et une pour les légumes, enfin voilà. On a senti venir le vent en grande partie. Et papa était complètement rattrapable. À partir de ce moment-là, je crois que papa n'a plus beaucoup vécu, non, normalement. Euh, elle est allée trouver, merci, elle est allée trouver le curé. Il aurait pu être tranquille, mais il n'était pas. Alors maman a demandé si on pouvait essayer de trouver une autre demeure. Et on a eu aussi une grande chambre, pas tout, juste une chambre. Et dans cette chambre-là, il y avait 2 fenêtres. Alors on avait préparé une corde de drap d'un côté et une corde de drap de l'autre. Comme ça, si on était au premier étage, comme ça, derrière, ça donnait sur un jardin et on pouvait ficher quoi. Et devant, c'était la cour. Et c'était une dame extrêmement, vraiment très, très gentille, très, très patriote. Voilà. Papa, là aussi, nous avons eu de la chance parce que euh, si papa n'avait pas été actif, il était pris par le service de travail obligatoire. Faut vous connaissez. Ouais. Il y avait des Alsaciens. Et, est-ce que vous connaissez la levure Alsa? Eh ben, ces gens-là ont été adorables pour papa. Et ils l'ont engagé. Il n'était pas capable de faire grand-chose, mais il était débarrassé des trottoirs. Et ensuite, eux ont eu des problèmes aussi parce qu'ils étaient résistants. Donc il fallait trouver autre chose. Et là aussi, on avait beaucoup de chance, une autre truc alsacienne. Voilà. Et puis, je veux juste dire un mot de maman parce que papa était tellement, tellement bouché de l'intérieur. J'ai été opérée de l'appendicite. Or, l'appendicite, c'était à Pau. Il fallait passer ce petit pont. Et sur ce petit pont, il y avait des gardiens allemands avec les quêtes. Et malgré tout, maman est venue pour voir sa fille alors qu'elle réussissait sa vie. Et puis est venu le moment où on n'osait presque plus sortir parce qu'ils sont venus faire des descentes. Il y avait des juifs et aussi beaucoup de résistants. Alors ils sont venus faire des descentes. Ils ont ramassé tout le monde et pourquoi nous pas? Je ne sais pas vous dire. C'est comme ça. Et ça, 40, 43, 44. Alors là, ça a été vraiment, les gauches commençaient à perdre la guerre. Il y aura des relations blâmes. C'est cette époque-là. Et papa et maman ont voulu que je sois caché. Donc, rebelote le curé. Et le curé a trouvé dans des bonnes sœurs qui tenaient un endroit pour des fous. C'est-à-dire des hurlements. Quand ils étaient trop agités, on les mettait dans une baignoire d'eau froide. C'était une ambiance un peu difficile, j'avais 8 ans, 8 ans et demi. Alors, non seulement elle s'est occupée comme ça, ses bonnes sœurs, mais il y avait 4 enfants. Aucune de nous ne savait rien. L'aînée avait 17 ans, elle n'a pas supporté, elle a fui, elle a été rattrapée par les Allemands. Et à la fin de la guerre, l'une est devenue bonne sœur, l'autre est devenue catholique, et la troisième, c'était moi. Et c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur l'éducation religieuse. Les parents vont lever. Terminé. Ouais. Alors le vendredi, ce matin,
des bonnes sœurs quand même, avec la cornette, avec le truc noir, etc. On dormait dans un dortoir avec tout le monde et on n'avait pas le droit d'entrer dans le dortoir dans la nuit. Chaque matin, j'avais le droit d'entrer. Je cueillais des fleurs ou des feuillages et je me faisais une soupe. Je me faisais une sieste. Elles ont été absolument extraordinaires parce que habituellement, c'est pas comme ça que ça se passait dans les gens. Toujours essayé de convertir les enfants. Et j'allais à l'église, je crois que je connais mieux le catéchisme que notre catéchisme à nous. Le Talmud Torah, il n'y en avait pas. Hein. Après, oui. À un moment donné, pour mes parents, c'est devenu terriblement terrible. On n'avait plus le droit de sortir après 9 heures du soir. Et mes parents ont réussi tous les soirs à dormir chez d'autres personnes, moyennant finance. Ils arrivaient, ils passaient la nuit là-bas, puis ils repartaient le matin. Et un jour, ils arrivent chez une dame polonaise dans une baraque en bois. Et la dame, 9h moins 5, ils étaient à 12 kilomètres de là où on était, je note, et il y avait le couvre-feu. Donc, impossible de rebrousser chemin. La bonne femme dit, ah non, mon mari n'est pas d'accord. Ferme la porte. Ah. Alors, il y avait une forêt. Ils sont entrés dans la forêt, attendaient, et tout d'un coup, ils ont entendu les chiens et les Allemands, et ça gueulait. Alors, c'est un miracle parce qu'il y en a eu beaucoup pour eux. Il y a eu un orage terrible. Ils sont partis. Alors, on n'a pas été plus. Je vous racontais beaucoup de choses comme ça. Je vous raconte juste l'essentiel, ça en est encore demain. Alors, pendant que je poussais les bonnes sœurs, j'ai aussi fait quelque chose important. On était 4-5 petites et je pense qu'il y avait une autre petite juive avec. La bonne sœur nous tenait par la main et nous emmenait nous promener. Il y avait une grande clairière et au-delà, il y avait une forêt. Et tout d'un coup, de la forêt sort un monsieur qui habitait en dessous de chez mes parents. J'avais déjà vu un chien de chasse courir. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai couru comme une folle. J'ai pris le monsieur, j'ai secoué. Et c'est autre comme ça. Monsieur, est-ce que mes parents sont encore en vie? Alors, pour quelqu'un qui était caché, mes parents avaient dit que j'étais en vacances et j'étais en Touraine, c'était un peu raté. Donc, le monsieur arrive le soir chez mes parents et vient me donner le bonjour de Liliane. Imaginez mes parents. Et monsieur dit, ne vous inquiétez pas, je suis un espagnol républicain. Je suis dans la même situation que vous. Ne vous inquiétez pas, je vous dénoncerai. Voilà. Et vous voyez, plein de petites choses comme ça. Et puis un jour, la guerre a été terminée. En gros. Et quand on est reparti, papa et maman sont venus me chercher, bien sûr. C'était pas loin, c'était une dizaine de kilomètres. Il faut vous dire qu'il n'y avait pas de moyen de communication, de locomotion, alors, avec un vélo, et c'était un trésor quand on avait un vélo. Et pendant la guerre, maman avait dit c'est un de moins que papa, donc j'ai merci. Et qu'on a pu faire le ravitaillement, elle partait, elle cherchait ce qu'elle pouvait dans la campagne. Et moi, le jeudi matin, c'était le jour où on avait sa classe. Je faisais le tour des paysans du bled. Et je me rappelle je recevais un œuf, encore un œuf, pardon. Et un jour, il y a une des paysannes qui dit, ah, ma pauvre petite, ça je me rappelle, ma pauvre petite, j'ai rien à te donner aujourd'hui. Tiens, tu donneras tes lisses à ta maman. Je suis rentrée avec mes lisses, elle n'a pas pu manger les lisses. Hein. Voilà. Mais il y a eu plein de... On allait aussi dans la forêt chercher des châtaignes, parce qu'on n'avait pas grand-chose à manger. Voilà. Et comme ça, oui, combien de temps vous êtes partis en Alsace? En Alsace, non, à Nantes, parce que ma grand-maman avait été déportée à partir de Nantes. Or, on ne savait pas au chute, ça l'a su bien après. Personne ne le savait. Et bon, ma mère pensait qu'elle reviendrait automatiquement du point de départ. On est resté encore 5 ans à Nantes. Papa espérait toujours.
Il y a encore eu quelque chose de terrible. Pas pareil pour maman. Comme à Nantes, il n'y avait vraiment rien à manger. Maman faisait régulièrement des colis avec des pommes de terre, avec quelque chose pour ma grand-mère et pour ma tante. Et un jour, le colis est revenu parti sans laisser d'adresse. Ça voulait dire qu'elle a laissé. J'ai vu mon père lâcher en 24 heures. Le médecin a appelé, a dit, je donne pas 3 jours à votre mari. C'est mieux. Non. Et donc on est revenu à Nantes. Et on avait tout perdu, l'appartement, le magasin, c'était des gens qui évidemment étaient tombés dessus. On a mis 1 an à récupérer au moins le lieu, il n'y avait plus rien, tout avait été dévalisé. Et l'appartement de ma grand-maman. Ça avait été bombardé aussi, je crois, non? Oui, mais là, ça a été bombardé avant qu'on parte. J'avais 4 ans, c'est pour ça que je vous disais que quand ça a commencé ici, je retournais en arrière. C'était au moment de Hanouka. Il fallait descendre dans la cave. J'avais la rougeole, j'avais la température. On avait acheté pour Hanouka, on avait acheté une jolie petite robe de chambre bleu ciel, je me rappelle. J'étais contente, je pouvais la mettre. On est descendu, après j'ai pu trouver ça tellement drôle, parce que c'était vraiment à côté de là où on habitait. Alors, ça faisait un bruit terrible. Oui. Et on est donc allé dans l'appartement de grand-maman, qui, lui, n'avait pas été habité. Alors on a trouvé, comme on faisait à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Il y avait une grande bassine, mais grande, et il avait jeté dedans tous les figurines. Donc on a attendu que grand-maman revienne, elle n'est jamais revenue. Et quand elle n'est plus personne n'est revenu, on avait d'autres familles, plus personne. Alors au bout de 5 ans, on est retourné en Alsace. C'est pour ça que je vous disais que la France, pas très loin. On est revenu en Alsace et la vie a recommencé. Mais mon père était dans un Nantes déjà. Il était tellement anéanti. Maman avait 39 ans. Et le médecin dit à maman, écoutez, je vois qu'une façon de faire, c'est un accroissement de famille. Les 39 ans de l'époque, c'est pas 39 ans maintenant, après une guerre comme on en a subi une. Alors on avait un petit frère. Et comme papa ne pouvait pas faire voir à sa maman qu'il y avait que le nom continuait, en belote. Pendant 3 semaines, il était entre la vie et le corps. Voilà. Pour l'instant, le témoignage. Ouais. C'est très utile. J'espère surtout que d'autres gens comprendront ce que ça veut dire.